Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 10 avril 1825, dimanche de Quasimodo, c'est la fête de Saint-Avertin en Touraine. Garçons et filles se sont rencontrés, ont dansé et ont bu le petit vin blanc. Les soirs de printemps, dans le pays de la Loire, ont des couleurs d'une tendresse infinie. Les poètes s'en émerveillent, les étrangers déclarent « Mais ce sont les couleurs de la vraie France, du berceau de son histoire ». Les paysans de la région, eux, habitués, se contentent d'en ressentir les bienfaits, la douceur de vivre. Je te raccompagne, si tu veux. Sylvie venait d'accepter qu'Honoré lui fasse un brin de conduite, devinant bien et le souhaitant qu'il lui ferait aussi un brin de cour en chemin. Sylvie Griveau, servante dans une ferme, mignonne et farouche, disait-on. Honoré Veuillot, garçon de café, bien bâti, beau gosse, qui savait s'y prendre avec les femmes. Ils avaient 20 ans. Elle portait une robe blanche à volants, et lui son costume des dimanches, noir, comme il se doit à la campagne. Les deux jeunes gens, dès qu'ils sont sortis du village, se sont enlacés. Ils marchent lentement dans un sentier de la forêt de Larcé, raccourci pour rejoindre le village de Véretz, où travaille Sylvie. Quand on prend un raccourci, on n'est pas pressé. Honoré fait durer le plaisir. La jeune fille pose la tête sur son épaule. Il lui embrasse le front. La forêt à la tombée du jour s'emplit de bruit. Des oiseaux qui appellent, des animaux qui sortent des taillis pour aller boire à l'étang. Les amoureux arrivent au lieu dit la fosse de la Lande. C'est un carrefour, une étape, un prétexte à s'arrêter, à se reposer. Honoré enlève son veston, le pose à terre contre un buisson. Sylvie ne se fait pas prier pour s'asseoir dessus. Elle ne salira pas sa robe. Du moins le croit-elle, jusqu'au moment où, bien sûr, elle s'étend complètement, regardant le ciel et la cime des arbres, et lui, étendu à son tour, l'obligeant à fermer les yeux. Soudain, ils entendent un remue-ménage, une violente dispute. Des gens sont là, tout près, qui se querellent. Évidemment, Honoré et Sylvie ne sont pas dans une situation qui leur permette de se montrer. Ils ne tiennent pas non plus à ce que l'on sache ce qu'ils font. Ils restent étendus à l'abri de leur buisson sans bouger. Un coup de feu retentit, puis deux autres. Alors Sylvie se relève, prête à s'enfuir. Honoré la retient. « Ne bouge pas, surtout, attends !» Ils ont quand même aperçu un homme abattu. Et des gens qui se sauvent à travers bois. Il n'est peut-être que blessé. Allons voir. Il s'approche. « Mais c'est Monsieur Courrier ! Mon Dieu ! Ne le touche pas, surtout. Il est mort. » Honoré Veuillot et Sylvie Griveau venaient d'être témoins de l'assassinat de Paul-Louis Courrier, l'écrivain, le grand pamphlétaire de la Restauration. « Viens, Sylvie, ne restons pas là. Oh, j'ai peur. Justement, vaut mieux ne pas être mêlé à tout ça. Oh, c'est trop horrible. Allez, viens. Personne ne nous a vus. Tu n'as qu'à tenir ta langue. » Les deux jeunes gens rentrent séparément chez eux et ne disent rien. À la Chavonnière, le domaine de Paul-Louis Courrier, c'est l'heure du souper. Le garde Frémont, un petit homme qui porte des favoris roux, entre dans la cuisine et pose son fusil dans un coin. « Je mangerais bien un morceau. » Le cuisinier lui sert une assiette de soupe. « Tu n'as pas rencontré monsieur en faisant ta tournée ?»« Non. »« Tu n'es pas rentré ?»« Tiens non. »« 28 heures passées. Jamais il rentre si tard. »« Ah, mon dîner va être bon, tiens. » Frémont mange sa soupe, puis se retire dans les communs où il se couche. À 10 heures, la cuisinière qui a attendu et commence à s'inquiéter sérieusement, va réveiller le garde. On allume une lanterne, on parcourt le domaine en appelant, pas de réponse. Rentré à la maison, on se pose des questions. Frémont suggère « Madame est à Paris, il est peut-être allé la rejoindre. Mais il nous aurait prévenu. Oh.
Oui, bien sûr. T'as pas fait atteler? Ben non, alors. Fait nuit noire, que faire en cette campagne perdue? Et pour un maître que ses serviteurs détestent, un homme bourru, au caractère fantasque, qui vit en solitaire comme un sanglier, qui n'a pratiquement pas de rapport avec ses gens, sinon pour les accabler de reproches. Après tout, ou peut-être mieux ne rien faire. Domestique décide d'attendre le lendemain. Le lendemain, le garde champêtre et les gendarmes, accompagnés de Frémont, organisent une battue. Au bout de plusieurs heures, ils trouvent, à la fosse de la Lande, le cadavre de Paul-Louis Courier. Qui a tué? Le procureur du roi, délégué sur les lieux du crime, est perplexe. C'est un assassinat sans assassin. Un seul indice? Paul-Louis Courier a été abattu de 3 balles de chevrotine avec, dans les cartouches, de la bourre constituée de petits morceaux de journal. En recollant patiemment les morceaux, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une page du feuilleton littéraire, un journal parisien que personne ne lit dans la région. Un assassinat sans assassin en Touraine, soit, mais à Paris. À Paris, Madame Paul-Louis Courier, une jolie femme de 20 ans plus jeune que son mari, dès qu'elle apprend la nouvelle, décrète qu'il ne peut s'agir que d'un crime politique. Elle ajoute même « fomenté par les jésuites ». Paul-Louis Courier, écrivain célèbre, pamphlétaire de grand talent, ancien officier d'artillerie, grognard sous Napoléon, grognon sous Louis XVIII, et depuis l'avènement de Charles X, la bête noire du régime. Il ne pardonne rien au roi, le plus bête que la France ait connu, car il est intelligent, lui très intelligent. Il mesure la force d'une phrase bien écrite. Il n'est tyran qui n'obéisse ni maître, qui ne soit esclave. Un roi autocrate peut méditer ses paroles et craindre l'avenir. Quand son secrétaire lui annoncera la mort de l'écrivain, il dira simplement « Ouf !» Paul-Louis Courier dénonce tous les abus. Il n'est le compère de personne. « J'envoie au diable, dit-il, la droite, la gauche, le centre. » Il a condamné, et condamnera jusqu'à son dernier soupir, malgré les amendes, la prison même, ce qui, à ses yeux, mérite d'être condamné. Le parti des prêtres, le milliard pour les émigrés, la guerre d'Espagne, l'occupation française en Italie. À ce propos, il ébauche une théorie de la guérilla et de la guerre subversive que n'auraient désavoué ni Giap ni Che Guevara. Une sorte de monstre pour son époque, la Restauration et la grande désillusion après la Révolution de 89. Après le crime sexuel du curé Mingras, une sorte de curé du Ruf, il publie une lettre sur le célibat du prêtre. Il s'élève avec force contre la souscription nationale destinée à donner le château de Chambord au duc de Bordeaux. « S'il vous arrive de lever un lièvre, voilà les gardes qui accourent. Chez les princes, tout est gardé. » Et encore, si un seul de ces honnêtes éligibles, ceux dont on fait nos députés, suffit à vous faire enrager, que sera-ce d'une cour à Chambord? Enfin, dans le pamphlet des pamphlets, il mesure sa force. Dans tout ce qui s'imprime, il y a du poison plus ou moins délayé selon l'étendue de l'ouvrage, plus ou moins mortel. De l'acétate de morphine, un grain, dans une cuve se perd, n'est point senti, dans une tasse fait vomir, en une cuillerée tue. Voilà le pamphlet. Évidemment, un écrivain de cette trempe fait peur aux gens en place. De là à vouloir le supprimer. Madame Paul-Louis Courier le sait bien, et c'est pour cela qu'elle oriente les recherches en ce sens, avec un peu trop de diligence, ce qui intrigue le procureur du roi. Alors le procureur s'intéresse à la vie privée de Madame Paul-Louis Courier. Herminie, Minette pour ses intimes, une trop jolie femme de 29 ans, une vraie femme à cet âge-là, une de ces femmes qu'un homme désire dès qu'il la voit, parce que, à la manière dont elle le regarde, elle lui dit qu'il a sa chance. Le procureur questionne les domestiques, interroge les amis, les voisins. Quand elle s'est mariée, elle avait quel âge? 18 ans. Et lui? 42. Et ils se sont installés à la campagne. Oui, presque tout de suite. Oh, elle s'y ennuyait beaucoup. Il passait son temps enfermé dans son bureau à écrire ou à lire. C'était un érudit. Il lisait Hérodote ou Cicéron dans le texte. Il se promenait avec elle? L'emmenait-il en voyage? Non. Non, la conversation dérange la promenade, disait-il. Elle empêche de jouir de la nature. Il projetait un séjour en Amérique avec Lafayette. Oh, sans elle.
Il a voulu aussi partir au Portugal, seul. Elle le lui a reproché. Il lui a répondu, que veux-tu? Si Dieu m'a créé bourru, bourru je dois vivre et mourir. D'ailleurs, veux-tu que je te dise? Je suis vieux maintenant, je peux plus changer. Alors, quand il était en voyage, sa femme restait à la Chavonnière? Oui, c'est de là d'où vient tout le mal. Pierre Dubois? Ah, vous saviez. Oh, remarquez, elle ne se cachait pas. Mais un charretier, tout de même, avec une dame comme elle. Il prenait ses repas à la salle à manger. Elle s'amusait à boire dans le même verre que lui, pour connaître ses pensées. Et s'il n'y avait eu que ça, elle avait d'autres amants. Pierre Dubois s'est marié, il a quitté la Chavonnière, évidemment, et il s'est installé avec sa femme au village. Alors, Madame Courrier a pris le frère Dubois. Ça ne fait rien. Mais je croyais qu'elle avait continué ses relations avec Pierre. Oh ben, ça n'empêche pas. Elle a gardé les deux. Elle les recevait même ensemble. Le garde Frémont les a vus à travers les volets. Eh ben, elle devait avoir une jolie réputation. Au contraire. Elle était si gentille, Madame Courrier. Pas comme son mari, hein. Elle, tout le monde l'aime ici. Le procureur n'en croit pas ses oreilles. C'était donc le paradis à la Chavonnière, les fleurs, les petits oiseaux, la romance. Drôle de paradis, quand le maître revient, on le trouve assassiné dans les bois. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le meurtre de Paul-Louis Courrier demeure un mystère, les deux seuls témoins, les amoureux de la fête de Saint-Avertin, ayant décidé de se taire. Meurtre politique peut-être. Crime passionnel, pourquoi pas? Quand une femme adorable consacre sa vie au plaisir, quand elle affiche un bonheur défendu sans honte et rend heureux ceux qui l'entourent, quand elle est riche et dépense sans compter pour elle et pour les autres, quand d'une voix douce, elle explique que la joie de vivre se moque de la morale, cela ne dure qu'un moment. Jusqu'au jour où le mari, de retour de voyage, reçoit une lettre anonyme. Vous êtes donc aveugle. Vérifiez les bouteilles de votre cave. Vous verrez que les meilleures sont parties. Elles n'ont pas été perdues pour tout le monde, et ce bougre de Pierre Dubois connaît le goût de votre vin aussi bien que la douceur de votre matelas. On boit dans le même verre, on couche dans le même lit, et le monde rit bien du bon mari confiant. Le procureur continue ses interrogatoires. La réaction de M. Courrier après cette lettre? Il s'est enfermé dans son cabinet, on ne le voyait plus. Et sa femme? À genoux. À genoux, elle demandait pardon. Il lui a trouvé des excuses? Aucune. Un jour, je l'ai entendue la traiter de putain. Elle s'est mise à pleurer. Si tu ne m'aimes plus, si tu ne veux pas me pardonner, respecte au moins le nom que tu m'as donné. Oh! Pour ce que tu en as fait, tu l'as traîné dans la boue. Enfin, ils avaient 2 enfants. Ils auraient pu, pour les enfants, essayer. Oh, essayer quoi? Le premier enfant était de lui, mais le second. Enfin, ils envisageaient une solution. M. Courrier a chargé le garde Frémont de surveiller sa femme. Il voulait des preuves en vue d'une séparation. Il lui a même donné de l'argent à Frémont pour tenter d'acheter à Pierre Dubois les lettres d'amour qu'il possédait. Frémont les a achetées? Non. Du jour où il a eu de l'argent, il s'est mis à boire de plus en plus. Il ne dessoulait plus. C'est Madame Courrier qui a pris la décision. Elle est allée s'installer à Paris chez ses parents. Et lui? Lui, il est resté à la Chavonnière, il se promenait dans les bois, il lisait ou il écrivait. Paul-Louis Courrier rédige un livret du vigneron où il se parle à lui-même. Prends garde, Paul-Louis, prends garde. Les cajots te feront assassiner. Le procureur, en lisant cette phrase, se demande si finalement la politique n'est pas mêlée au crime. Mais par quel intermédiaire? Qui serait venu de Paris? Ou encore, qui de Paris aurait soudoyé quelqu'un, payé un assassin? Les paysans de Touraine, les fermiers, haïssent l'écrivain, et pourtant lui écrit une pétition pour les villageois qu'on empêche de danser. Évidemment, pense le procureur, ce ne devait pas être très difficile de trouver dans la région quelqu'un pour se débarrasser d'un opposant si dangereux. Il n'y a aucune preuve.
Le journal parisien tout de même, ce feuilleton littéraire dont on s'est servi pour préparer les cartouches. Mais alors, le criminel ne serait pas un paysan du coin. L'enquête tourne en rond. Le procureur se penche à nouveau sur les pages du dossier qui concerne la vie amoureuse d'Herminie, la belle Herminie Courrier. Le mari lui aussi s'intéresse à l'amour, mais dans le secret de son cabinet. Il a traduit Daphnis et Chloé. Daphnis poursuit un bouc et tombe dans un piège. Chloé l'aide à se délivrer. Une fontaine est proche, il va s'y baigner. Chloé le regarde, charmée de le voir tout nu. Et le voyant, elle ne pouvait se retenir de le toucher. Et puis le soir, retournant à son logis, elle pensait à Daphnis nue. Et cette pensée-là était le commencement de l'amour. Oh, que ne suis-je sa flûte pour toucher ses lèvres? Que ne suis-je son petit chevreau pour qu'il me prenne dans ses bras? Paul-Louis Courrier avait recopié à la bibliothèque laurentienne de Florence ce passage inconnu du manuscrit grec. Et en le recopiant, il avait fait une tache d'encre. Exprès? C'est ce qu'a prétendu le conservateur. L'écrivain voulait être le seul à posséder cette version du poème. Seul. Toujours seul. Une tache d'encre sur l'amour. Décidément, Paul-Louis Courrier paraît maudit. Dans ce climat érotique qui règne à la Chavonnière, le procureur s'entête. Crime politique ou pas seulement politique? Ce ne peuvent être que les amants d'Herminie, Pierre Dubois et son frère Symphorien, les coupables. Ou encore le voyeur, le vieux garde Frémont, l'alcoolique, qui s'embusque derrière les volets de la chambre à coucher. Pierre Dubois et son frère ont des alibis. Ils sont restés au village tout l'après-midi du dimanche, au cabaret. Ils ne l'ont quitté que tard dans la soirée. Or, selon l'autopsie, la mort a eu lieu en fin d'après-midi. Frémont, lui, est inculpé. Le procureur, en questionnant à nouveau les autres domestiques, a découvert que Paul-Louis Courrier avait donné rendez-vous à son garde dans la forêt pour préparer une coupe d'arbre, fendre d'un coup de hache un morceau de ceux qui devaient être abattus. Autre découverte plus grave, en perquisitionnant dans la chambre de Frémont, le procureur du roi y a trouvé une page du fameux feuilleton littéraire soi-disant inconnu en Touraine, sauf pour fabriquer les cartouches. Monsieur l'avait rapporté de Paris, explique le garde. Je m'en servais comme des autres journaux quand il les avait lus. On a toujours besoin de vieux papiers. Madame Courrier, dès que Frémont est en prison, change de tactique qu'elle accable. Elle avait cru d'abord à un crime politique. Elle pense autrement. Mon mari voulait réorganiser ses affaires et exploiter différemment la propriété. Il avait décidé de renvoyer Frémont. Mais c'est vous qui le dites. Lisez les journaux d'Indre-et-Loire, vous y verrez une annonce. Demande pour la campagne domestique sachant lire et écrire. Et il aurait tué votre mari pour ça? C'est possible, il pensait que moi, je l'aurais gardé à mon service. Aussi madame m'accuse, réplique Frémont, c'est pour se venger. J'étais le confident des chagrins de monsieur. C'est moi qui étais chargé de surveiller madame. Je disais tout à mon maître. Le procès s'ouvre à Tours le 31 août 1825. Il dure 3 jours. Seul inculpé Frémont. En l'absence de preuves, il est acquitté. Et la vie reprend à la Chavonnière, presque comme au bon vieux temps quand le maître était en voyage. Herminie Courrier engage à nouveau Pierre Dubois et Symphorien et un maçon pour ériger dans la forêt de l'Arsac, au lieu dit de la fosse de la Lande, un monument, une colonne de marbre montée sur un socle de granit, avec une inscription gravée à la mémoire de Paul-Louis Courrier, assassiné en cet endroit le 10 avril 1825. Sa dépouille mortelle repose à Véretz, mais ici, sa dernière pensée a rejoint l'éternité. La belle Hermine pense-t-elle que cela suffit pour revivre heureuse en compagnie de ses amants? Un mois plus tard, une main anonyme ajoute au goudron sur le monument une autre inscription. Frémont est l'assassin. Il vit ronger de remords, mais les lois ne peuvent l'atteindre. La comédie dramatique tourne à la tragédie. Pierre Dubois délaisse la Chavonnière. L'attrait de sa maîtresse ne suffit pas à lui apporter l'oubli. Son frère Symphorien, bousculé par un cheval, se blesse grièvement et meurt, appelant dans son délire « Herminie, Herminie, Minette !» Celle-ci, en larmes, à genoux près du lit du mourant, lui prend la main, l'embrasse, lui passe un anneau d'or au doigt. Le monument construit dans la forêt sur les lieux du crime est un défi. Un défi à personne? Personne sauf Sylvie Griveaux. Vous vous souvenez?
La jeune fille qui connut l'amour à cet endroit pendant qu'on tuait un homme. Elle y passe à cheval. Et c'est le cheval qui prend peur, fait un écart, se cabre, Sylvie tombe. Oh, elle n'a aucun mal, mais de retour à la ferme, elle avoue ingénument, en racontant l'accident à son patron. Oh, j'ai eu presque aussi peur que le jour où on a tué Monsieur Courrier. Qu'est-ce que tu dis? C'est trop tard maintenant, elle a parlé. Tu as vu tuer Monsieur Courrier? Oui. Je l'ai vu. Le patron emmène presque de force Sylvie chez le procureur. Les interrogatoires reprennent. Ils étaient combien? 5? Les frères Dubois? 2 bûcherons? Et Frémont. C'est Frémont qui a tiré. Oui, c'est moi qui ai tiré. Pierre Dubois m'a forcé. Il m'a dit c'est lui ou toi. Ça ne faut rien à même ajouter. C'est madame qui a tout commandé. Si on se sert de toi, c'est parce qu'il n'y a que toi qui peut approcher monsieur. Madame Courrier est arrêtée puis relâchée au bout de 2 mois. Peut-on prendre au sérieux les témoignages d'une fille de rien qui s'invente des romans d'amour et d'un ivrogne qui n'a plus rien à craindre puisqu'il a été acquitté? Un 2e procès a lieu le 9 juin 1830 à Tours. Il ne reste donc comme accusé que Pierre Dubois et les 2 bûcherons. Sylvie Griveau réitère ses accusations. Comparaît alors à la barre son amoureux du dimanche de la fête de Saint-Avertin, Honoré Veillot. Il a bien changé. Ce n'est plus un garçon de café, il s'est marié, enrichi, c'est un bourgeois. Le dimanche, j'étais de service à l'auberge, je n'ai pas raccompagné Sylvie. Je le jure devant Dieu et devant les hommes. Je n'ai pas été dans la forêt. Je n'ai pas assisté au crime. Entre les déclarations invraisemblables d'une fille de mœurs faciles et l'assurance, le serment d'un homme établi, le jury n'hésite pas. Les 3 accusés sont acquittés. La presse s'enflamme. On a accusé les comparses, des paysans sans défense. C'est un crime politique. Le pouvoir veut le camoufler. Les témoins ont dit n'importe quoi. On les a menacés, payés. La Révolution de juillet met un point au débat, mais pas un point final. On en discute encore aujourd'hui, et différemment selon qu'on est de droite, ou de gauche, monarchiste ou républicain. Paul-Louis Courrier de l'autre monde conclut « La vertu semble avoir des bornes, mais le dernier degré de la bassesse n'est pas connu. » Et Madame Paul-Louis Courrier, qu'est-elle devenue? Elle s'est remariée à Genève avec un Suisse et a vécu heureuse et considérée. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.